invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Turgeman est avec nous ce soir, directeur de gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion et Christopher Dembic avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur chez Saxo Bank. Bon, c'est le sujet que les marchés et que les investisseurs détestent. La géopolitique, mais il faut bien commencer par là, Christopher. Alors, comment on raisonne, justement, si on veut être investisseur rationnel sur un sujet comme celui du conflit ukrainien? Qu'est-ce qu'on regarde? À quoi on se raccroche? Et comment on regarde le risque que ce conflit représente en restant dans notre périmètre, l'économie et les marchés? Déjà, le premier point, c'est peut-être de ne pas regarder toutes les informations qui circulent, puisque vous en avez une myriade avec beaucoup de contradictions, et indéniablement, je pense qu'automatiquement, ça ne vous permet pas d'être suffisamment rationnel. Ça, c'est le premier aspect. Franchement, personne ne sait ce qui se passe vraiment à la frontière, même des journalistes sont présents très courageusement, mais on n'a pas une grande visibilité. Et encore moins de visibilité, d'ailleurs, sur le parcours politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent soit de se protéger, et éventuellement aussi quels sont les zones à risque. Pour se protéger, très objectivement, et c'était même le cas avant ces tensions géopolitiques, on avait de très belles tendances sur les matières premières, que ce soit énergétiques, les métaux, etc., parce qu'il y a des tendances de fond qui sont notamment liées à la transition énergétique, je penserais, au sous-investissement dans les énergies, dans les infrastructures d'énergie fossile notamment. Ça, c'était préexistant, et bien sûr, avec le schéma actuel, puisqu'on a une forte composance quand même matières premières, ça s'est renforcé. Et indéniablement, je crois que nous, en tout cas, acteurs de marché, on doit l'analyser sous l'angle essentiellement matières premières. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est bien sûr pétrole et gaz, assez évidemment, et d'ailleurs on a vu que l'Italie a un peu réagi sur ce sujet lorsqu'on parlait de sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Et l'autre point, c'est aussi s'intéresser à... Demandant qu'en cas de nouvelles sanctions, l'énergie soit exclue des sanctions. Oui, ce qui est un peu... On comprend après avec la Russie, si on ne fait pas cela, ça aura un impact un peu moindre. Mais indéniablement, il y a cet enjeu-là qui est très important. Et l'Ukraine est aussi un point intéressant parce que, sans essayer d'épiloguer sur l'aspect politique, l'Ukraine aujourd'hui, c'est quand même un quart des terres noires au niveau mondial. Les terres noires, ce sont des terres très fertiles et donc très intéressantes dans une perspective de changement climatique et bien sûr d'évolution de l'agriculture, etc. Donc il y a quand même un fort aspect matière première qui explique en tout cas, ou en tout cas qui a un impact au niveau de ce conflit. C'est aussi pour ça que les marchés réagissent, parce qu'il y aurait potentiellement des disruptions au niveau de l'approvisionnement sur les matières premières notamment qui pourraient être éventuellement importantes. Mais là après, on est dans un scénario qu'on n'arrive pas à voir, bien sûr. La logique de l'investisseur, effectivement, alors c'est de se couvrir à travers le compartiment, le complexe des matières premières, je comprends, Christopher. C'est de là aussi où peut venir le mal pour l'économie européenne. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une crise énergétique majeure. Cette crise pourrait s'aggraver, devenir plus importante encore en cas d'escalade continue du conflit. Alors là, juste deux points. Moi, je suis convaincu que la crise énergétique européenne, c'est un sujet de long terme, parce qu'au niveau de la transition telle qu'elle a été choisie, en tout cas au niveau européen. Mais sur du plus court terme, on sort quand même de l'hiver, assez rapidement. Les stocks européens, ils étaient très très bas à l'entrée de l'hiver. Aujourd'hui, ils ont commencé à augmenter un tout petit peu plus. Donc si on est sur un thème des disruptions sur quelques semaines, c'est encaissable par l'Europe. C'est ça vraiment qui est aussi important. Et c'est peut-être aussi pourquoi on essaye de tirer autant qu'on peut finalement pour éviter qu'il y ait un conflit ouvert. Parce que si on arrive au mois de mars, vraisemblablement pour l'Europe, l'impact sera largement encaissable du point de vue économique. Ça, c'est certain. Éric, comment vous regardez le sujet? Quels sont les points de vigilance quand on est un investisseur rationnel, qu'on essaye de l'être, les actifs, les secteurs qui peuvent être les plus sensibles à une situation de tension qui perdurerait, voire qui augmenterait encore entre la Russie et l'Occident, pour dire les choses? C'est très dur de faire du court terme, en fait, parce que bon, comme Christopher a dit, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, vous prenez, c'est un peu la pièce qui va tomber à pile ou face. Vous considérez, vous voulez vous couvrir. Alors là, c'est très bien quand les options sont pas chères du tout, mais la volatilité s'étant tendue, on ne se couvre pas gratuitement. Donc vous couvrez aujourd'hui, vous diminuez éventuellement l'exposition. Et puis dans 24 heures, on apprend que finalement tout le monde se tape dans la main et qu'on a trouvé un deal. Les marchés rebondissent et vous avez quand même perdu toute la couverture et vous ne profitez pas de la hausse. Inversement, vous profitez là, de la volatilité pour vous renforcer. La guerre éclate et ça plonge. Donc le court terme, c'est très compliqué de tenir compte de la géopolitique. Et d'ailleurs,
depuis, moi ça fait 35 ans que je suis sur le marché, j'ai vu pas mal de guerres, la guerre du Golfe, dans les Balkans, en 92, c'était sur le sol européen, sans parler de la Crimée qui a été envahie en 2014. Les marchés sont volatiles à très court terme, et puis 6 mois plus tard, ils ont complètement effacé ce qui s'était passé. Donc c'est très dur de bouger. Donc c'est pas ce qui va. C'est malheureux en tant que citoyen, on se préoccupe, mais en tant qu'investisseur, on peut pas en tenir compte dans les allocations. Évidemment, il faut être toujours équilibré, mais ça c'est la tarte à la crème. Et moi, ce que je pense au contraire, c'est que finalement cette nervosité, géopolitique, a calmé ce qui était le facteur essentiel de déstabilisation des marchés, c'est-à-dire la remontée des taux. Voilà, parce que les taux américains avaient dépassé 2%, le taux allemand il a traversé le zéro en 48 heures sans qu'on s'en aperçoive. Et d'ailleurs, on se rend compte que malgré donc quand même ce qui se passe actuellement et qui pourrait être récessif, parce que quoi qu'il en soit, derrière des sanctions envers la Russie et tout, ça a quand même un impact récessif. Les taux se sont à peine détendus. On a le 10 ans américain à 93 et le 10 ans allemand qui est bien au-dessus de zéro. Bon, donc ça veut dire que là, c'est un peu... Finalement, les taux étaient en train de monter, ça a un peu calmé la progression des taux. Mais ça ne renverse pas la tendance. Et ça ne renverse pas la tendance. C'est-à-dire si on finit par un événement heureux, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un accord entre la Russie et les Occidentaux, on pourrait avoir les taux qui repassent franchement à la hausse. C'était ça en fait le facteur de début d'année. Voilà. Là, la géopolitique a pris le pli. Mais on ne peut pas bâtir une stratégie d'allocation malheureusement sur la géopolitique. Ça veut dire que c'est le parallèle, par exemple, entre le conflit US-China, qui lui vraiment s'inscrit dans quelque chose de séculaire, de long terme, avec différentes phases qu'on a connues ces dernières années, depuis la présidence Trump et même avant. On peut imaginer que le conflit a démarré peut-être de manière latente avant. Ce conflit Occident-Russie, vous ne le mettez pas au même niveau que cette histoire d'affrontement séculaire entre la Chine et les États-Unis? Non, mais il peut avoir une influence. Parce qu'en fait, si les Américains battent en retraite, c'est-à-dire si effectivement la Russie rentre en Ukraine et fait un peu ce qu'ils veulent, en Ukraine complètement, ou la partie Est, le Donbass, etc., et que les Américains ne font rien, là les Chinois pourront se dire, après l'Afghanistan et la Russie, on va sur Taïwan, quoi. Et là, ce serait une autre affaire. Parce que là-dessus... ça pourrait impliquer plus de choses là-bas. Donc c'est quand même à suivre. Voilà. Et puis ce qui est à suivre aussi, c'est finalement l'alliance qui s'est faite entre la Chine et la Russie, et peut-être d'autres pays un peu non alignés contre les États-Unis et leurs alliés, donc contre l'Europe. Donc oui, ça aura une influence à plus long terme. Ouais. Intéressant. Oui, donc les Chinois regardent avec attention. Je pense qu'ils regardent avec attention l'attitude des Occidentaux et des Américains en premier lieu sur cette question ukrainienne. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire, Xavier. En tout cas, ça complexifie encore un peu plus la lecture des marchés, ça plombe encore un peu plus l'ambiance, avec un sujet sous-jacent qui perdure, qui est celui de la politique monétaire, de la remontée des taux, etc. Ce sujet existe toujours au moment où on se parle, bien sûr. Je dirais que c'est le risque principal. Effectivement, si on a ces sujets de prix de l'énergie qui flambent, je vais rappeler 2-3 chiffres. 45% de l'importation de gaz en Europe provient de la Russie. C'est 28% de la consommation de pétrole qui est d'origine russe. Et puis il y a aussi le blé là-dedans qui représente à peu près 22% de la consommation européenne. Donc c'est quand même des sujets fondamentaux. Et c'est vrai qu'on joue un petit peu avec le temps pour essayer d'arriver à la sortie de l'hiver. Mais si on a des prix de l'énergie qui s'envolent avec ce conflit russo-ukrainien, le risque, l'enjeu, c'est de voir la Banque Centrale Européenne est obligée de resserrer sa politique monétaire pour essayer de calmer ces sujets d'inflation. Et ça, je pense que c'est le principal risque pour les marchés. On n'y est pas, on va voir comment ça se passe, mais il ne faut pas perdre ça de vue, je pense. Oui, parce qu'on a bien senti que la Banque Centrale Européenne avait un focus désormais... également sur l'inflation, préoccupation unanime, nous a dit Christine Lagarde le 3 février dernier, évoquant le sujet de l'inflation. Plus que jamais, la BCE regarde aujourd'hui le risque inflationniste. Effectivement, le 3 février, on a appris que cette inflation était peut-être plus structurelle que passagère. Et donc, effectivement, la Banque Centrale Européenne a commencé à modifier son discours pour préparer le marché qui, évidemment, n'est pas dupe. Ouais.
Encore un mot sur la situation russe, puis on peut faire le lien évidemment avec les politiques monétaires derrière, Christopher, mais l'idée de sanctions économiques, et même, la baisse du rouble, la baisse du marché action russe, qui perd plus de 10% aujourd'hui, le rouble qui a déjà baissé mais qui perd encore 2-3% contre dollar, les taux russes qui montent, est-ce que ces sanctions financières, économiques de marché sont déjà de nature à, je ne sais pas, mettre une douleur ou des points de douleur importants sur l'économie russe? Est-ce que ça peut être un levier pertinent? Ou est-ce qu'on est sur d'autres sujets qui dépassent justement cet aspect-là? Alors moi je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait eu l'occasion d'étudier pas mal les sanctions qui étaient à l'encontre de la Birmanie, moins financiarisées. Mais bon, unanimement, ça n'a aucun impact. Bien sûr, la Russie est beaucoup plus financiarisée, plus ouverte aussi indéniablement, donc on voit un peu plus de liens. Mais je pense que la Russie, et ça c'est un point qui est très important à prendre en considération, c'est que depuis 2014, la Russie a renforcé suffisamment son économie parce qu'il y avait déjà un train de sanctions, mais tout simplement en envisageant que éventuellement, et je pense qu'il y a une stratégie aussi politique, géopolitique de long terme, éventuellement si on avait d'autres sanctions plus dures qui arrivaient à l'avenir, eh ben on va tout faire pour que finalement ça ait un impact le plus infime sur l'écosystème, sur la finance russe. Et si vous regardez tout simplement, lorsqu'on regarde, la Russie a fait le choix qui a été très très clair de se délester de bons du Trésor, et depuis de très nombreuses années, et on voit d'ailleurs assez bien dans les graphiques 2014 quand même, et on voit à quoi ça correspond, tout simplement privilégier l'or. Mais vous regardez au-delà, elle a aussi incité ces grandes entreprises cotées en bourse, donc surtout dans le domaine de l'hydrocarbure, mais on a aussi des bancaires, à tout simplement être beaucoup moins dépendantes du dollar pour leurs transactions. Donc, bien évidemment, ça aura un impact, mais ça aura un impact plus pour le russe au quotidien. La Russie s'y est préparée. Exactement, la structure financière, la structure économique, elle résistera très bien, et surtout la Banque centrale russe a depuis plusieurs années travaillé sur un schéma afin un peu d'isoler quand même le système financier. Et je pense que c'est une banque centrale qui est quand même très efficace au niveau des émergents, et à mon avis, elle a bien réussi ce sujet-là. Donc, pour eux, les sanctions, c'est un peu un non-événement par rapport à un sujet qui est politique pour eux d'abord. Bon. Voilà donc pour cette question géopolitique. Si on en vient aux banques centrales, faisons tourner la parole. Eric, tout le monde a eu son avis, je crois, maintenant sur la manière de procéder pour normaliser la politique monétaire. 2, 3 hausses de taux, 9 hausses de taux en ligne droite, nous dit JP Morgan pour la politique monétaire américaine. Donc déjà, je note que le pic hawkishness n'est peut-être pas encore tout à fait atteint. Est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair entre les stratégies de Wall Street, le pricing de marché et le discours des banquiers centraux et j'allais dire de ce qui fait le cœur des banques centrales aujourd'hui? Les banques centrales, leur grande crainte, c'était de voir les taux longs exploser à la hausse, parce que les taux courts, de toute façon, elles les administrent. Bon, le problème, c'est que l'économie mondiale ne peut pas se permettre d'avoir des taux longs qui montent énormément, en fonction de l'endettement des États, des entreprises. Donc le problème de la Banque centrale, c'était faisant en sorte qu'éventuellement ça remonte, mais pas trop. Donc dans un premier temps, ils ont essayé de nous faire croire qu'il n'y a pas d'inflation. Donc en se disant, après tout, s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de raison, effectivement, que les taux courts remontent, et 2, que les taux longs, qu'il y ait une pontification, donc c'est transitoire, c'est transitoire. Les marchés ne l'ont pas cru, parce que du transitoire qui se répète tous les mois, ça devient effectivement, comme vous disiez, du structurel. Donc les marchés l'ayant pas cru et les chiffres continuant à être inflationnistes, les banques centrales se sont dit le seul moyen finalement de calmer la hausse des taux longs, c'est de montrer qu'on est là et qu'on ne laissera pas déraper l'inflation. Parce que dans le même temps, ils ont quand même dit depuis le mois de décembre qu'ils n'achèteraient plus les taux longs. Parce qu'avant, ils pouvaient très bien se dire il y a de l'inflation et on ramasse tout ce qui est sur le marché et on maintient les taux longs au niveau qu'on souhaite, à 1,5 par exemple ou à 0 en Allemagne. Puis après, effectivement, les taux sont le taux réel est négatif. Bon. À partir du moment où ils ne veulent plus alourdir leur bilan, ça veut dire qu'ils laissent, entre guillemets, les taux longs au marché. Et donc, s'ils ne veulent pas que les taux longs s'envolent, il faut prouver qu'ils sont là pour contenir l'inflation. Donc, effectivement, ils vont normaliser petit à petit. Après, il ne faut pas tuer non plus la croissance. Donc, pour l'instant, ils se débrouillent pas si mal. Ils ont fait un rétropédalage parce qu'effectivement, il y a 3 mois, on est très dovish, surtout la Banque Centrale Européenne. Et puis maintenant, ils sont obligés de montrer au marché qu'ils font attention à l'inflation. Ils vont remonter leur taux 9 fois 9, ça me paraît excessif quand même. Mais c'est ça le sujet, Eric. Vous dites... ils ne veulent pas tuer la croissance, mais c'est toute la question, parce que quand on lit le rationnel des calls de JP ou Goldman sur 7, 9 hausses de taux automatiques,
c'est bien justement parce que ces stratégistes pensent qu'à un moment, les banques centrales vont devoir faire baisser la croissance et la ramener sous la tendance pour calmer ce risque inflationniste. Oui, mais ils ne veulent pas rentrer en récession non plus. Donc, bon, moi, les 9, ça, c'est le supplice chinois, hein, les 9 hausses petit à petit. Moi, je pense qu'ils ont intérêt, à la limite, à y aller d'un coup. À coût de 50 points de base, notamment au mois de mars, par exemple. Bon, après, il faudra voir avec l'Ukraine, parce que je ne sais pas si les banques centrales poursuivront la même politique, si c'est le Brésilien. Enfin, oui, mais bien sûr. En admettant, de toute façon, en admettant que ça se calme en Ukraine, les taux vont remonter assez rapidement. Enfin, vous verrez qu'on va repasser les deux peut-être en 24 heures s'il y a rien. Bon. Derrière, donc moi je pense qu'ils ont intérêt à monter d'un coup, à prouver effectivement qu'ils vont refroidir l'activité de manière à ce que les taux longs ne s'envolent pas. Mais d'ailleurs, les taux longs, finalement, la hausse des taux, 9, ça me paraît beaucoup, ils disant 5, 6 ou 7, ça veut dire que des taux courts vont monter jusqu'à 2,25 et les taux longs sont venus se poser là-dessus, parce que le taux 10 ans, il vient normalement se poser au niveau terminal de la hausse des taux courts. Donc, c'est-à-dire que le marché considère qu'on va remonter les taux courts jusqu'à entre 2,25 et 2,50. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que l'inflation, on ne la maîtrise pas et que personne n'est capable de dire si effectivement, on ne va pas rentrer dans une vraie spirale inflationniste. Et la vraie spirale inflationniste, c'est les salaires. Pour l'instant, les salaires n'ont pas monté massivement. C'est-à-dire qu'il y a quelques zones de tension, notamment aux États-Unis, en France, en Europe aussi, mais on n'est pas encore dans la spirale prix-salaire avec... on connaît... de toute façon, on ne connaît plus l'inflation, mais personne ne connaît l'inflation. Non, on ne sait pas ce que c'est. Parmi les acteurs financiers, l'inflation, c'est réellement ce qu'il y a eu dans les années 70. Personne ne travaillait, pas nous en tout cas à ce moment-là, mais c'est-à-dire qu'on est dans un monde désinflationniste depuis 30 ans. Donc on ne sait pas ce que c'est l'inflation et l'impact que ça pourrait avoir. Donc attention quand même. Quand on regarde le marché action, Xavier, alors comment vous analysez les mouvements depuis le début de l'année ? Est-ce qu'il y a une logique fondamentale ? Est-ce que c'est uniquement des questions de valorisation qui drive aujourd'hui le marché action ? Il faut absolument renormaliser les multiples, comme on dit dans vos métiers. Est-ce que c'est cette phase-là dans laquelle on est aujourd'hui ? On a aussi les résultats des entreprises, mais c'est vrai qu'on a du mal à réconcilier parfois les résultats publiés et l'action sur les prix. Alors je dirais que moi depuis le début de l'année, on assiste au match de l'année, c'est le match taux contre bénéfice par action. Alors on avait juste avant les très fortes baisses qu'on a pu connaître sur les marchés des marchés qui étaient quasiment à l'équilibre, dans lequel on avait effectivement des divergences extrêmement marquées qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, avec quasiment 35 ou 40% d'écart entre la meilleure performance, qui était quand j'avais regardé fin janvier, qui était Unicredit, je crois, et à l'inverse, Adyen, et il y avait 40 ou 45% d'écart, pour des marchés qui étaient quasiment à l'équilibre. Et donc ça, quand on va regarder un peu plus en détail, et pour nous, chez InnoCap, c'est le point central, c'est vraiment ce match taux par rapport aux bénéfices par action. Et depuis le début de l'année, en dehors de ces aspects géopolitiques, c'était vraiment, pour l'instant, les taux qui remportaient le match, puisqu'on avait ces craintes, effectivement, de 7, 8, 9 hausses de taux, de savoir quelle était la hauteur de la marge, parce qu'il y a quelque chose que le marché n'aime pas, c'est que la marge soit trop haute et qu'on passe à 50 points de base d'un coup, et ça pourrait amener un petit peu encore plus de volatilité à très court terme. Mais donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment ce match taux contre les bénéfices par action, et on l'a vu sur la première partie du mois de janvier, c'est les craintes sur les taux qui ont fait que le marché a plutôt été mal orienté, et au fur et à mesure des premières publications de résultats, les entreprises qui ont confirmé leur capacité à pouvoir augmenter leurs bénéfices par action ont plutôt sorti du lot. Donc tout au long de l'année, en dehors encore une fois de ces aspects géopolitiques, on va être dans ce match entre les deux, et il y en a un qui va plutôt être favorable par rapport à l'autre, et ainsi de suite. Parce que un point intéressant, c'est que si on regarde les forces qui ont fait monter le marché en 2021, c'est une croissance économique forte, ou en tout cas à des niveaux élevés, des bénéfices par action, aussi à des niveaux élevés, et des taux de dividendes qui étaient aussi bien orientés. Ces éléments-là, en 2022,
ils sont encore là. On va avoir une croissance mondiale, les dernières estimations sont autour de 4,4-4,5%. Des bénéfices par action qui vont rester assez bien orientés, puisqu'on est entre 18 et 20% pour le marché, pour le CAC ou pour l'Eurostoxx. Et on va avoir des niveaux de dividendes qui vont rester élevés. Sauf que, ça c'est en absolu, la dynamique en elle-même, elle est négative. C'est-à-dire qu'on a cette fameuse dérivée seconde qui est négative, et ça, le marché n'aime pas ça. Donc pour nous, 2022, il va falloir se consacrer aux fondamentaux, et on revient à une véritable année de stock picking, où il va falloir aller chercher cette dérivée seconde positive finalement. C'est-à-dire ces entreprises qui ont cette capacité, tout au long de l'année, à pouvoir augmenter leurs bénéfices par action. Et on le voit, les sanctions qu'il y a dans le marché, c'est des entreprises très chèrement valorisées qui ont montré qu'ils arrivaient au bout de leur cycle de hausse des bénéfices par action. Et ça, les investisseurs ont sanctionné. Je pense à des Hermès, je pense à des Dassault Systèmes, par exemple, qui ont des niveaux de valorisation très élevés, où pour pouvoir justifier ces niveaux de valorisation, on a besoin d'avoir du fuel et une dynamique de croissance des bénéfices qui reste celle qu'elle a été ces dernières années. Et pour rebondir sur ces deux valeurs emblématiques que vous avez citées, Dassault Systèmes, Hermès, qui ont connu déjà des baisses de 30% en quelques mois en termes de cours de bourse. Alors évidemment, après des parcours historiques spectaculaires. 30% de baisse, vous dites, c'est pas pour ça que l'histoire redevient forcément tout de suite intéressante. C'est des titres qui ont tellement monté, qui ont atteint des niveaux de valorisation. Mais les histoires, elles sont ailleurs pour vous, désormais. On le voit bien, ce que va rechercher les investisseurs aujourd'hui. Depuis le début de l'année, les deux meilleurs secteurs qui surperforment très largement sont l'énergie et le secteur financier, notamment bancaire. Alors, il y a eu un rattrapage, parce que c'est des secteurs qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui n'étaient pas justifiables compte tenu de la crise sanitaire, etc. Donc ça a rattrapé, mais maintenant, aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont des hedges naturels à l'inflation, l'énergie évidemment, sont des secteurs qui sont peu valorisés, en absolu et aussi en relatif historique. Et enfin, c'est des secteurs sur lesquels on a une dynamique de bénéfices par action qui reste très bonne. Donc on coche un peu toutes les cases. Donc les investisseurs vont aller chercher ces éléments-là. Après, on voit bien que ces sociétés ont quand même des capacités. Je pense à ASML aussi, un leader mondial incontesté qui a pas mal baissé depuis le début de l'année, qui a des perspectives de croissance qui sont quand même très visibles, très importantes. Donc il y a peut-être un moment où, si on a des visions d'investissement à moyen long terme, ça pourra revenir sur des niveaux attractifs. Mais ce qui est très important pour cette année, c'est qu'on se refocus sur les fondamentaux et sur le stock picking. D'accord avec ça, Eric, là sur la partie action? Oui, mais plein de commentaires. C'est très intéressant ce qu'a dit Xavier, notamment sur les deux valeurs Hermès, Dassault. Et il faut bien comprendre, Hermès, Dassault, il y en a une des deux qui se paye 62 fois les bénéfices au début de l'année et l'autre 53 fois. Donc vous pouvez baisser de 30%, ça reste encore à plus de 40 fois. Mais ce qui est important, c'est que ces valeurs-là, si on met de côté l'auto, la banque et le pétrole sont des valeurs cycliques, les valeurs dites défensives, de croissance, ce que vous voulez, elles sont évaluées par rapport à l'actualisation de leurs bénéfices futurs, surtout quand c'est très 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 visible. Mais après, l'impact des taux, quand les taux sont très très bas, l'impact des taux il est beaucoup plus fort que l'impact d'une variation de résultats. Elles ne peuvent pas décevoir, c'est-à-dire que... Passer sur les taux de 0 à 1... c'est autre chose que de 10 à 11. Et c'est ça. Alors de 0 à 1, en plus c'est l'infini. Disons de 1 à 2, c'est plus facile à comprendre mathématiquement. Vous êtes multiplié par 2 les taux, et donc en fait, ça veut dire que l'actualisation, mathématiquement, elle va en prendre un sacré coup. Ça veut dire que les valeurs défensives, elles sont prisonnières de leurs résultats et de la capacité à continuer à faire du 15-20%. Et une valeur, si on attend 20% de résultats, ce qui est énorme, si elle a le malheur de faire 17, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, on commence à dire qu'elle doit plus payer 60 fois, on doit la payer 50, ce qui est encore énorme, mais entre-temps, ça fait 20%. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu comme ce dérating, mais elles n'ont pas déçu. Et ce dérating, on est encore dedans? Enfin, je sais que c'est compliqué à évaluer, mais quand vous regardez justement les multiples, vous dites ça y est, les multiples se sont normalisés. Ce qui était très cher reste cher, effectivement, mais un peu moins en absolu que moi, quand on est au-dessus de 30, je suis pas à l'aise. Mais c'est ça, d'accord. Je suis un analyste de formation. Au-dessus de 30, il faut me démontrer que la croissance va être forte pendant de nombreuses années.
Pendant très longtemps, on disait, quelque chose qu'on n'utilise plus, le PEG. C'est combien de fois on paye la croissance. Et quel que soit les taux, on laissait 2. Donc une entreprise qui était à 10% de croissance régulièrement, elle a payé 20 fois. Et une entreprise plus cyclique qui avait 5% de croissance en moyenne, on a payé 10 fois. Quelque chose qui finalement revient toujours. Je reloque. Bah oui, mais ça donne quelques repères, justement. Et quand vous payez 60 fois les bénéfices, 60 fois, c'est 60 années de bénéfices. Ça fait longtemps. Il faut que la croissance, elle soit suffisamment forte année après année pour que le 60 fois de cette année, ça soit que 50 fois l'année prochaine, 40 fois dans 2 ans et peut-être 10 fois dans 10 ans. Donc le petit grain de sable sur ces valeurs-là, et derrière, ça dévisse. Est-ce que ça va continuer ? Peut-être encore un peu. Voilà. Et quant aux 3 secteurs qui avaient été massacrés, alors c'est pour des raisons différentes. Les banques, c'est qu'on considère, c'est un peu la pensée unique, malheureusement, la bourse, c'est que tout le monde pense en même temps, au même moment, et comme tous les capitaux tournent de la même façon, ça accroît les mouvements. Les banques, on considérait que les taux resteraient négatifs jusqu'à la fin des temps. Oui. Bon, c'est pas le cas, donc effectivement. Et c'était il y a encore 6 mois qu'on pensait comme ça. Elles ont été massacrées, maintenant elles rebondissent. Mais enfin, il y a des valeurs qui ont pris 80% depuis un an. Elles sont toujours à peine au niveau d'il y a 2 ans, si on parlait du niveau de 2008. Bon. L'automobile, si on pensait peut-être que Tesla allait vendre tout partout dans le monde et que tous les constructeurs européens ne seraient pas au rendez-vous de l'électrique, alors ça va leur coûter, évidemment, c'est des coûts, des marges qui vont être érodées, mais elles ont baissé pour ça. Et puis le pétrole, sans doute qu'on pensait qu'on se passerait de pétrole très rapidement, et on se rend compte qu'avec le vent et le soleil, ça ne suffit pas. Et que comme il y a eu des capacités qui ont été, finalement, on n'aura pas renouvelé suffisamment les capacités, il y a un problème d'adéquation d'offre et de demande. Et pour revenir à l'Ukraine, ça ne vient pas arranger les choses, parce qu'on pourra avoir le prix du pétrole qui dépasse les $100, on n'est plus très loin maintenant. Sur les politiques monétaires, Christopher, c'est vraiment l'histoire permanente, donc je ne sais pas à quel épisode vous voulez qu'on se raccroche, mais oui, est-ce que vous y voyez un peu plus clair là, sur la stratégie de la Fed d'un côté, de la BCE désormais, puisque la voie est ouverte pour sortir des taux négatifs, pour le dire clairement, en zone euro. Alors moi, je reste convaincu qu'on a 2 problématiques en termes d'inflation qui sont très différentes aux États-Unis et en zone euro. Aux États-Unis, indéniablement, les signaux étaient très clairs il y a plusieurs mois de cela, on était sur une inflation qui était structurelle et c'est indéniablement le cas. Si vous le regardez, vous avez tout le cocktail et je pense qu'un des indicateurs qui le montre très bien, c'est le dernier indice des prêts à la production en janvier qui a été publié donc la semaine dernière et c'était juste effarant. Non seulement les pressions inflationnistes, elles se renforcent, mais surtout ça concernait vraiment tous les secteurs d'activité. Aucun qui était épargné. Donc, vous rajoutez à cela les perturbations au niveau du commerce international. Les acteurs du fret vous disent pas d'amélioration avant 2023 au moins, parce que c'est à ce moment-là que les nouveaux conteneurs vont arriver sur le marché. Il suffit de regarder l'engorgement au port de Los Angeles, ça reste toujours une problématique. Et bien sûr, la boucle prix-salaire, indéniablement, qui est un sujet aux États-Unis. Donc, côté américain, ils ont l'urgence quand même d'agir assez vite, assez fort, je pense, indéniablement, parce que finalement, la fenêtre d'opportunité, elle est assez courte pour augmenter les taux. Bien sûr, alors, c'est le jeu des marchés, on a les prévisions fin d'année, à quelle hausse de taux, à quel niveau de taux on sera, etc. La réalité, c'est que je pense qu'à un certain stade, quand on a de telles pressions inflationnistes qu'on n'a pas connues depuis des décennies, on ne peut pas savoir à partir de quel moment, vraiment, la croissance va fortement ralentir. Et je crois qu'il y a un vrai sujet de croissance. Alors, je n'anticipe pas du tout de récession et je ne m'intéresse pas trop à l'inversion de la courbe des taux, qui est un sujet qui commence à monter. Mais indéniablement, ça va être un exercice qui est très compliqué et il faudra faire un choix. Donc probablement le choix plutôt inflation dans un premier temps, vu la pression plus politique et le contexte politique aux États-Unis. Vous ne voyez pas la Fed reculer très vite ou se mettre en pause très vite dans son cycle de resserrement de sa politique monétaire parce qu'on aurait, je sais pas, un chiffre de destruction d'emplois à un moment sur les NFP ou qu'on aurait, je sais pas, des indicateurs avancés type PMI ou ISM qui commenceraient à faiblir. C'est pas au premier à-coup que la Fed va craquer. Non, parce que vu ce qui se passe en termes d'inflation et probablement que le pic d'inflation n'est pas derrière nous, ça veut dire que le chiffre... 8%. Oui, je pense que les 8%, on va y arriver. On aura les 10 mars, je crois bien qu'on a l'indice des prêts à la consommation pour février qui sera publié. Ça va être quand même difficile à un certain stade. Et surtout, c'est assez intéressant parce qu'il ne faut pas nier que la politique monétaire est aussi politisée, surtout aux États-Unis. Et quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la 2e fois qu'on a un président américain et une administration américaine qui très très fortement indique en tout cas qu'il faudrait faire quelque chose par rapport à l'inflation. Donc, parce qu'il y a aussi le calendrier politique, il y a les mi-termes en fin d'année. Donc vous avez quand même un sujet qui va être très très compliqué pour Powell et pour d'ailleurs l'intégralité du FOMC. C'est pour ça que je pense que le choix
peut-être rationnelle ou forcée, on verra, sera d'abord l'inflation, dans un premier temps, pour les États-Unis. Donc il faudra agir fortement à ce niveau-là. Et surtout, un point qui est important, c'est que la transmission, quand on augmente les taux, c'est pas tout de suite que l'inflation va se résorber. Le timing est très très long. Vous dites, si jamais on voit en fin d'année une décélération ou une baisse du niveau d'inflation aux États-Unis, ça n'aura pas à voir avec la politique monétaire qui aura été menée entre-temps. Non, complètement. D'accord. Et en zone euro, la BCE a raison de se réveiller un peu brutalement comme ça. Vous dites les deux situations, l'inflation endogène en zone euro n'est pas du tout au même stade que celle qu'on peut observer aux États-Unis. Oui, indéniablement. Enfin, quand on regarde en zone euro, les boucles prix-salaires, elles ne sont pas là, à part quelques secteurs en tension, mais ça c'est très clair. Vous avez eu les négociations salariales qui servent un peu de baromètre, que ce soit aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, qui est un peu plus tôt. Il n'y a pas du tout de pression à la hausse sur les salaires. Et donc, pourquoi ce changement de ton alors ? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. C'est malgré tout, c'est un risque qui est présent. Je pense qu'il y a une pression de marché aussi qu'il ne faut pas nier, donc il fallait envoyer des signaux. Ça ne veut pas dire que des signaux ensuite se traduiront par des actes très très concrets en termes de hausse de taux notamment. Et surtout, peut-être qu'il y a une petite montée de risque, en tout cas de pression politique. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiellement lié à l'énergie. Ce matin, vous avez eu l'indice des prix à la production en Allemagne, plus de 20% sur un an en janvier donc. Et c'est un sujet énergétique. Et je crois que Christine Lagarde, mais une myriade d'autres membres du Conseil des gouverneurs l'ont répété, une hausse des taux, même 20 hausses de taux si vous voulez en zone euro, ça ne changera rien sur le sujet énergie qui est complètement externe à la politique monétaire. Et ça, je pense que, honnêtement, l'analyse de la BCE est très bonne de mon point de vue. Je ne la conteste pas. Je pense qu'ils ont bien compris les dynamiques. Après, c'est difficile aussi avec les attentes du marché, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, oui, effectivement. La séquence du mois de mars va être très importante. 2 mars, on aura la première estimation d'inflation pour la zone euro. 10 mars, donc c'est l'inflation américaine, plus la réunion de la BCE, plus sommet européen normalement consacré au futur du pacte de stabilité et de croissance, sous présidence française de l'Union européenne. Et puis 15 et 16 mars, la réunion de la Fed. S'il y a des commentaires à ajouter, n'hésitez pas. Xavier, je voulais qu'on puisse dire un mot aussi alors, une des situations spéciales du moment, c'est Worldline. Donc dans le secteur des paiements, qui se désengage de ses terminaux avec des négociations exclusives avec le fonds américain Apollo pour 2,3 milliards d'euros. Je ne sais pas, est-ce que cette opération appelle des commentaires ? Quel est le rationnel derrière l'opération ? Et puis ça pose la question aussi du cas d'investissement un peu de Worldline et du secteur des paiements en général. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Je dirais tout d'abord, c'était une opération qui était attendue par le marché, qui a mis un petit peu de temps à se concrétiser, parce que Worldline, au début du deuxième semestre, disait que l'opération pourrait être bouclée d'ici la fin de l'année dernière. Ça ne s'est pas fait. Ça, évidemment, le cours de bourse du titre en a souffert. Ils l'avaient annoncé, qu'ils voulaient se désengager de ça pour rester un pur player sans cette activité. Bon, faut voir aussi qu'ils passent quand même une provision de 900 millions, ce qui montre que sans doute Ingenico avait été acheté sans doute un petit peu cher à l'époque. Et alors ça, je dirais que c'était un élément spécifique qui a pesé sur le cours de Worldline, où il y avait des questions d'endettement, il y avait des questions de valorisation de cet actif. Bon, maintenant c'est fait, ça se fait en 2 temps, je dirais, puisqu'il y a un système d'action préférentielle auquel va avoir droit Worldline, et d'ici 3 ans pour toucher un complément de prix, mais là n'est pas l'essentiel. Et je dirais plus globalement sur le secteur des paiements, on le voit avec un autre acteur tout à fait comparable qui est Nexi en Italie, et aussi Adyen dont on a parlé au début de l'émission. On voit bien que là, il y a un enjeu effectivement de valorisation et de croissance. Est-ce que ce secteur qui a eu le vent en poupe ces dernières années, qui était un secteur qui a beaucoup cru de façon organique et aussi de façon... plus les banques baissaient, plus les acteurs pure payeurs du paiement montaient. Enfin, il y avait un espèce de quand même jeu entre les deux secteurs. Il y avait une dynamique effectivement qui n'était pas la même. Et aujourd'hui, les investisseurs s'interrogent sur la capacité justement à ces acteurs de pouvoir délivrer cette même croissance qui était régulièrement au-dessus des 10%. Est-ce que là, à l'avenir, ils vont pouvoir continuer à avoir cette dynamique de croissance qui était encore une fois en organique et aussi en croissance externe, puisque ce sont des groupes qui se sont faits, qui
se sont créés en rachetant des actifs dont les banques voulaient se séparer, etc. Et aujourd'hui, c'est sûr que tous les éléments de cette équation sont un petit peu plus difficiles et le résultat de cette équation montre que et on n'est plus sur ces niveaux de croissance qu'on pouvait espérer avant. Donc la valorisation intrinsèque de ces acteurs est peut-être remise en cause. Maintenant, il est vrai que Adyen arrive avec des solutions qui sont Donc Adyen, c'est le néerlandais. C'est le néerlandais qui arrive avec des solutions, je dirais, globales, complètement digitales, etc., qui se différencient d'acteurs plus classiques comme Worldline ou Nexi. Mais il y a encore de la place. Si on se concentre Nexi, il y avait encore, jusqu'avant le Covid, 75% des échanges et des achats en Italie étaient faits avec du liquide, avec du cash. Et donc ces acteurs comme Worldline et comme Nexi, ils vont là où il y a du cash pour transformer ce cash en transaction électronique et digitale. Ouais. Donc il y a encore beaucoup de place pour ces acteurs-là dans pas mal de marchés. Maintenant, ils sont confrontés à des nouvelles façons d'utilisation de paiement, des nouvelles solutions. Et donc il y a un peu, et ce que veut nous dire le marché, c'est qu'il y a un peu de remise en cause sur ces business models, même si ça reste des entreprises de très bonne qualité. En conclusion, Eric, vos commentaires, bien sûr, et puis comment on se positionne pour traverser cette séquence qui est pas facile. Est-ce qu'on arrive à regarder au travers? Est-ce qu'il faut être très humble et agile, nous dit Jérôme Powell? Je trouve que c'est une bonne maxime pour l'investisseur en ce début d'année là. Juste un mot, les résultats quand même ont été très très bons. Hein. Ouais. Ça, faut le saluer. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si c'est pas un mal parce que ça va être compliqué. De la crise. Non, c'était pour les marges. La crise a accru les disparités sociales. Hein. Ça on sait bien, avec la hausse de l'immobilier qui exclut un tas de personnes des centres-villes, qui en plus donc doivent prendre leur voiture avec l'énergie qui monte. On voit bien qu'il y a des tensions sociales. Et afficher des milliards et des milliards et des milliards de bénéfices, ça va être compliqué à tenir. Donc, il risque d'avoir quand même un partage de la valeur ajoutée qui ne sera pas en faveur des entreprises. Donc, peut-être aussi qu'on a atteint le pic des marges. Mais en tout cas, les résultats sont exceptionnels, ce qui a permis au marché de tenir malgré la hausse des taux, parce que sinon, effectivement, on aurait plongé. Bon, nous, on considère que le marché va rester volatile et qu'il y aura des occasions de se renforcer peut-être un peu plus bas. Alors c'est toujours compliqué, parce que si ça fait que monter, on nous dira il fallait sauter sur l'occasion. Des taux qui devraient un peu remonter, des marges qui n'ont pas de raison d'exploser à la hausse. On ne pense pas qu'il y ait un risque d'envoler du marché. Enfin, un risque de craquer à la hausse, quoi. C'est pas le risque central. Nous, on attendait en début d'année une progression de l'ordre de la hausse des bénéfices, c'est-à-dire pas à 2 chiffres. Non. Voilà. Donc, on n'est pas très, très optimiste. D'un autre côté, on est encore plus négatif sur le marché obligataire. Donc, entre les deux, on préfère quand même avoir des actions. Mais globalement, on est neutre et on passerait positif s'il y avait une consolidation qui amenait, par exemple, l'Eurostoxx 50 à 3008. Mais enfin, on n'y est pas pour l'instant. Non, parce que les indices en Europe, en tout cas, ont assez peu baissé. Ils tiennent bien. C'est le Nasdaq qui a rendu. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre contribution à Planète Marché ce soir et votre éclairage sur la situation de marché. Eric Turgeman était avec nous, directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Xavier Deburen, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Et Christopher Dembick, directeur chez Saxo Bank.